suis heureuse de vous voir parce qu'effectivement, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qui fonde mon engagement de femme politique, mais aussi aujourd'hui mon engagement de femme engagée au sein de la société civile. C'est que votre génération, encore bien davantage que la mienne, va devoir faire face à des enjeux qui sont des enjeux d'humanité. L'humanité, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce humaine sur la planète Terre. Donc là, ça a l'air simple quand je dis ça, sauf que la planète Terre, qui existe depuis des milliards et des milliards d'années, a vécu sans l'espèce humaine pendant très longtemps. Et ça fait environ 280 millions d'années environ que notre espèce, celle qui vit debout, les hominidés, mais particulièrement l'Homo sapiens, vit sur la planète. Ce qui, à l'échelle du temps de cette planète, est assez court. Ce qui veut aussi dire que comme la planète a vécu sans les dinosaures, elle est parfaitement capable de vivre sans l'espèce humaine. Donc l'enjeu qui est devant nous, ce n'est pas un enjeu planétaire, ce n'est pas un enjeu de sauver la planète. L'enjeu qui est devant nous, l'enjeu qui va vous occuper, et surtout vous, qui vous intéressez aux questions internationales, ce sont des enjeux qui nous touchent tous et qui vont nous toucher, et de plus en plus violemment, année après année. Quand j'avais votre âge, à une époque où on pouvait compter les années en commençant par un 1 et un 9, vous verrez là, tout de suite, j'ai l'impression de venir du Moyen-Âge, faites bien attention, 20 ans, ça passe vite. Et dans 20 ans, vous vous souviendrez qu'un jour, je vous ai parlé en ayant l'air vieille et que vous avez le même âge. C'est ma petite parenthèse pour dire que les choses passent vite. Et les choses passent vite aussi, parce que quand j'avais votre âge, la question du dérèglement climatique, c'était un truc un peu nébuleux de chercheurs. Le premier rapport du GIEC, c'est 1995. Et là, se déchaînaient tous ceux qui, pour plusieurs raisons, des intérêts économiques, pour des raisons de refus ou de déni fort, étaient ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de négationnistes climatiques, c'est-à-dire qui refusaient totalement l'idée de l'impact humain sur le dérèglement climatique. Certains contestaient sa réalité, c'était même le cas de quelques scientifiques, mais l'essentiel d'entre eux contestaient le rôle de l'humanité, le rôle des activités humaines dans cette situation. Aujourd'hui, en 2018, plus personne ne conteste ni la réalité du dérèglement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement une hausse des températures, mais ça, à la limite, on pourrait se dire, quand on parle de 1,5 ou 2 degrés, je vous en parlerai, le rapport du GIEC qui va sortir lundi, le nouveau rapport, c'est quoi 1,5? Ça veut dire qu'on fait 12 au lieu de faire 11. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, finalement, ce serait peut-être pas très très grave. C'est des conséquences très directes sur la hausse du niveau des océans et des mers, et c'est surtout une modification profonde des phénomènes météorologiques qui deviennent de plus en plus intenses, puisque la planète avait trouvé une sorte d'équilibre entre les courants marins, les courants aériens, le froid dégagé par les deux pôles, et que cet équilibre-là est brusquement rompu. Sur la cause humaine du dérèglement climatique, aujourd'hui, vu la rapidité de cette évolution, plus personne non plus ne le conteste, le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et la réalité du dérèglement climatique est aujourd'hui scientifiquement absolument prouvé par tous les scientifiques. Est-ce que, face à cette réalité, on agit de manière déterminée? Là, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que non. Pour plusieurs raisons qui sont intéressantes à étudier, parce que normalement, si on se disait, on va s'asseoir 2 secondes, réfléchir, les chiffres dont on parle, les années dont on parle, c'est des années qui vous concernent directement, c'est 2030, 2050, même 2100. Avec un peu de chance, une partie d'entre vous sera encore vivant en 2100. C'est-à-dire que c'est des choses que vous connaîtrez de votre vivant. Ce n'est pas des sujets, comme on disait il y a 20 ans, qui concernent les générations futures. C'est compliqué de se mobiliser pour les générations futures. Là, ça vous concerne, vous, directement. Le deuxième élément compliqué, c'est que ce modèle de développement, qui est un modèle extrêmement consommateur de ressources naturelles et qui est un modèle émetteur de beaucoup de pollution de toute nature, chimique, de gaz à effet de serre, c'est un modèle qu'on a considéré comme étant un modèle de progrès pendant les 150 dernières années notamment. C'est-à-dire que le progrès scientifique était vu comme la solution et comme l'horizon ultime pour le coup de l'espèce humaine. Et donc c'est très difficile de se dire que ce qui apparaissait comme un progrès nous met dans une situation qui est une situation brutale. Et puis la dernière, plus intéressante, et qui à mon avis est essentielle à percevoir pour des étudiants comme vous, c'est une partie qui relève de la nature de nos caractères en tant qu'espèce. Les humains sont par nature assez conservateurs. Ils n'aiment pas changer leurs habitudes, sauf sous la contrainte. Et que donc du coup, quand vous êtes face à une difficulté de l'importance qu'est celle d'un changement assez radical de nos modes de vie, en tout cas de nos modes de vie sur ces 30 dernières années, sur ces 40 dernières années,
combinaison de tous ces facteurs auxquels vous ajoutez un, évidemment, surdéterminant dans les décisions de politique publique, que sont les lobbies privés et leurs intérêts économiques importants. Si vous dites que, prenons un sujet au hasard, on arrête toutes les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport à l'échelle planétaire. On arrête de brûler du pétrole dans les véhicules. C'est une décision. Vous imaginez la désorganisation, déjà pour commencer, et deuxièmement, la vie des vendeurs de pétrole. Donc forcément, ceux qui ont un impact direct sur leur activité économique, à court terme, sont les plus grands des opposants à la prise de décision qui mettent en danger leur modèle économique. Et on sait maintenant qu'une partie de tous les, entre guillemets, scientifiques qui publiaient des articles pour nier l'existence du dérèglement climatique ou nier la cause humaine du dérèglement climatique étaient financés notamment par les industries pétrolières et en particulier les pétroliers américains. C'est une réalité maintenant prouvée. Donc la question n'est pas de tomber dans le complotisme, mais de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout, de se poser une deuxième question. Est-ce que si chacun d'entre nous agit, ça va être utile? Est-ce que si on agit au nord, ça va avoir des conséquences? Et quelle est la réalité différente du dérèglement climatique, de l'impact chez nous, pays tempérés et pays du Sud? Et là, il y a un chiffre, enfin 2 chiffres que j'aimerais que vous reteniez, mais un qui est considérable. 50% de la population mondiale la plus pauvre, la moitié, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. 10% de la population mondiale la plus riche, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la réalité, c'est que l'inégalité face au dérèglement climatique, à la fois dans ses causes et dans ses conséquences, parce que vous imaginez bien que ces 50% les plus pauvres, ils se trouvent majoritairement dans les pays les plus vulnérables au dérèglement climatique, en Afrique, dans une partie de l'Asie, en Inde, c'est-à-dire ceux qui vont le plus et le plus vite souffrir des effets du dérèglement climatique. Donc, cette catastrophe climatique en cours se double d'une deuxième catastrophe, et peut-être d'ailleurs d'une clé d'explication, qui est une inégalité face à cette crise qui est considérable. Mais si on réfléchit et on se dit qu'on a 2 gros problèmes qu'il nous faut affronter, cette question des inégalités et cette question du climat, finalement, on touche à quelque chose d'intéressant, qui est de comprendre pourquoi l'espèce humaine, comme je vous l'ai dit, a vécu assez paisiblement pendant 100 millions d'années. Dans le assez paisiblement, je mets de côté les guerres, la place des femmes, etc., etc. Mais disons, en tout cas, en ne voyant pas son environnement de vie mis en danger de façon globale, parce que c'est une espèce dans l'ensemble des espèces qui vivent sur la planète. Je ne rentre pas dans le débat spéciste-antispéciste, hein, ne t'inquiète pas, Marie. C'est une espèce qui avait 2 éléments, pas beaucoup de supériorité physique ou biologique. Pas d'écailles, pas de carapace, pas de poison, pas de dents acérées, pas de capacité à courir très vite, une nullité assez avérée pour grimper aux arbres, pas de capacité à nager de façon très efficace. Enfin, on n'a quand même pas beaucoup d'atouts biologiques pour avoir mis en coupe réglée une grande partie de la nature et des autres animaux. Mais nous avions, des capacités cérébrales qui se sont développées petit à petit, assez nécessairement, vu qu'on était assez nuls sur tout le reste, il fallait bien trouver une autre solution. C'est là aussi un peu normal. Et deuxièmement, une capacité à la coopération et à l'empathie très intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu de s'affronter les uns les autres, les êtres humains ont de longue date compris qu'en étant plusieurs pour chasser un bison, c'était finalement plus facile qu'en étant tout seul. Et d'ailleurs, si on était tout seul, qu'on arrivait à chasser le bison, on avait 3 à manger pour 1, alors qu'il valait mieux être plusieurs, chasser le bison, manger le bison à plusieurs, puis rechasser un bison à plusieurs, etc. Ça a l'air un peu raccourci quand je vous raconte ça, mais c'est en fait assez juste. Et pour moi, c'est un des sujets les plus passionnants, parce que comprendre comment l'espèce humaine en est arrivée là est sans doute une des clés pour savoir comment nous allons faire face à la suite. Mais nous avons rompu avec cette capacité à la coopération, à des sociétés assez égalitaires. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient très égalitaires, puisqu'ils allaient chercher ce dont ils avaient besoin pour se nourrir, et puis ils recommençaient, mais sans stocker, sans avoir de marché, sans avoir d'anticipation. Mais c'était aussi des sociétés qui étaient complètement en phase avec la nature, et qui ne prélevaient pas davantage que ce que la nature pouvait produire, qui étaient plus en phase avec la question des saisons. Bref, une acclimatation réciproque entre cette espèce humaine et son environnement. Nous avons, avec la société industrielle, rompu beaucoup de ces liens.
pour un certain nombre de progrès, mais avec des conséquences qui sont des conséquences qu'il faut affronter aujourd'hui. Et donc je suis convaincue, en tout cas c'est ce dont j'ai envie de vous faire part, que si on ne s'attaque pas de front à la question des inégalités et à la question climatique, on s'en sortira pas. Pourquoi? Parce que vous avez toujours entendu cette petite musique, oui mais si on explique aux Africains qu'il ne faut pas prendre notre modèle de développement, pourquoi eux ils n'auraient pas le droit d'avoir des téléphones portables, des routes, de prendre l'avion, etc., etc., ça va jamais marcher. Pas faux. Mais une fois qu'on a dit ça, si on a tous la même consommation d'énergie que les Américains, alors là pour le coup on va beaucoup plus vite à la catastrophe. Donc la question d'un autre modèle de développement qui soit plus confortable à vivre, elle est aussi beaucoup plus tolérable si elle s'intègre dans une logique de partage. Si vous avez le sentiment qu'il faut faire encore plus d'efforts pour que certains n'en fassent pas du tout, voire accroissent leur richesse, eh bien ça ne fonctionne pas. Mais deuxième élément plus intéressant, et une lecture que je vous recommande, un monsieur qui s'appelle Wilkinson, qui est au départ un épidémiologiste, et qui a essayé de travailler sur la santé des sociétés. Sa démonstration, je crois que c'est le livre qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est bonne pour tout le monde ». Sa démonstration, c'est que les sociétés égalitaires, plus égalitaires, sont des sociétés où l'ensemble de la population, riche et très riche compris, est en meilleure santé que les sociétés inégalitaires. Alors il émet des hypothèses intéressantes sur le stress créé par une société non égalitaire, qui répare avec une de nos qualités dont j'ai parlé, l'empathie, qu'en gros, même quand vous avez beaucoup d'argent pour vous faire soigner, même quand vous habitez au milieu d'un pays très pauvre et que pour pouvoir vivre comme au Brésil ou dans d'autres pays, vous entrez deux barrières avec un garde armé pour être sûr de ne pas être cambriolé, braqué, etc. Tous les matins et tous les soirs, vous passez entre ces deux barrières avec le garde armé et la poêle à frire sous votre voiture, et bien en fait ça vous stresse. C'est intéressant, parce que vous vivez dans un univers ultra protégé, théoriquement, avec une piscine, avec des gens qui vous font la cuisine, des gens qui font le ménage, et vous êtes en moins bonne santé que quand vous prenez le RER, en gros, globalement. C'est très intéressant, et ça valide, à l'inverse, l'idée qu'on est une espèce plutôt empathique, où finalement d'être confronté, alors je ne parle pas de cas individuels, je parle de perception globale de la société, d'être confronté à ces inégalités n'est pas un facteur apaisant, y compris pour ceux qui sont très riches. Et donc c'est très intéressant de réfléchir aussi à cette question des inégalités à l'envers, en disant finalement l'égalité, comme le dit Wilkinson, est bonne pour tout le monde. Donc je suis convaincue donc aujourd'hui, après des années d'engagement écologique avec un bonheur quand même limité dans l'efficacité des mesures mises en œuvre, que si on ne s'attaque pas à ces deux questions simultanément, on se trompe et on n'y arrive pas. Pourquoi aussi ces deux questions simultanément? Parce que l'aggravation de la crise écologique va de pair avec une aggravation des inégalités. Oxfam publie depuis quelques années, au moment de Davos, un rapport qui essaye d'analyser où est allée la richesse produite chaque année. Et en 2017, le rapport qui a été présenté par Veni Via Anima à Davos en 2017, nous avons mesuré que 82% de la richesse créée sur l'ensemble de la planète avait fini dans les mains, dans les poches, dans les comptes en banque, comme vous voulez, de 1% de la population mondiale. C'est-à-dire que tout le discours sur la création de richesse qui est facteur de bénéfice pour tous est invalidé par les faits. L'autre élément intéressant sur cette question, c'est que les pays comme la France, qui ont conservé des niveaux de protection sociale assez élevés, de filets de sécurité, quand je dis filet de sécurité, c'est des choses très concrètes, hein, c'est l'APL. L'APL en France, il y a 2 études qui ont été réalisées pour montrer son efficacité. C'est ce qui fait que les femmes seules avec des enfants ne sont pas à la rue ou vivent pas dans une seule pièce, en gros, par rapport à d'autres pays. C'est ce qui permet d'éviter de chuter dans la très très grande pauvreté. Pareil avec le RSA. Donc, les mesures, la politique sociale, celle qui coûte un pognon de dingue, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas si elle coûte un pognon de dingue, parce que je ne sais pas ce que c'est un pognon de dingue, c'est surtout celle qui évite à une grande partie des gens de ce pays d'être dans l'extrême précarité. Donc nous avons tendanciellement une réduction de la très grande pauvreté en France et dans d'autres pays européens. Nous avons eu pendant 15 ans une réduction de la faim dans le monde, tendance qui se poursuit, sauf depuis 3 ans, où la faim dans le monde a recommencé à augmenter, pour des raisons là très directement liées à l'aggravation de la sécheresse et de ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire la période où vous n'avez plus les ressources, les ressources alimentaires de l'année d'avant et que vous n'avez pas encore récolté les cultures de l'année suivante, parce que cette période de soudure augmente du fait du dérèglement climatique. Donc les tendances étaient plutôt dans une diminution de l'extrême pauvreté avec des politiques publiques qui fonctionnent. En revanche, ce qui s'est envolé et ce qui fait que les inégalités continuent d'augmenter, ce sont les très riches, voire les très 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 riches. C'est-à-dire
un resserrement progressif d'une grande partie de la détention des richesses par quelques-uns. Je dis bien quelques-uns. En France, c'est 43, si je ne me trompe pas, je vous dis peut-être, j'espère que je ne me trompe pas, 43 milliardaires, c'est 40%, non 32, je suis trop optimiste, 32 Français qui détiennent autant que 40% de la population. Vous imaginez ce que ça veut dire 32, je ne sais pas combien vous êtes dans cette pièce, 40% de 66 millions de Français versus 32 personnes. On a du mal à concevoir ça, parce que quand on dépasse un certain stade, finalement ça sort des capacités de perception. Mais intuitivement, cette aggravation des inégalités, elle est quand même toujours aujourd'hui perçue. Donc, quand je défends cette question-là, que je défends comme les 90 pays dans lesquels Oxfam travaille, c'est parce que ça se traduit dans une réalité concrète. Parce que quand vous êtes aussi parmi les plus gros intérêts économiques, vous avez une grande difficulté à faire évoluer les choses, y compris sur des changements de politique qui concernent les transports, le logement, l'énergie, puisque une grande partie de ces fortunes sont aussi des fortunes liées soit au placement des capitaux, soit des fortunes professionnelles dans certains secteurs. Donc je sais très bien que quand on dit ça, le truc qui peut venir immédiatement, c'est de dire « Ah ben ouais, mais ça c'est un discours de gauchiste ». Donc à cet instant, je précise qu'Oxfam est une organisation apartisane, au sens très strict du terme, c'est-à-dire que nous sommes rattachés à aucun parti, c'est très important pour moi, et que nous essayons, dans le même temps que nous avons un travail humanitaire, aujourd'hui les équipes d'Oxfam sont mobilisées sur l'Indonésie. C'est ça l'histoire de cette organisation, c'est dire voilà, il faut s'attaquer à la pauvreté, il faut s'attaquer à ceux qui aujourd'hui n'ont pas à manger, et je veux quand même dire dans un monde cynique où on oublie ça que en fait les ONG qui font de l'humanitaire, ça fait des choses aussi simples que des enfants qui meurent ou qui ne meurent pas, ou des adultes, et qu'en ce moment les gens qui travaillent en Indonésie, ils vont éviter que des gens s'intoxiquent parce qu'ils auront de l'eau à boire tout simplement, et que dans les périodes qui suivent les catastrophes naturelles comme l'énorme tremblement de terre et le tsunami qui a eu lieu en Indonésie, en fait vous n'avez plus accès ni à de l'eau, prioritairement pas à de l'eau potable, et l'eau est souvent souillée, et c'est comme ça qu'il y a une grande propagation des maladies. Donc c'est très utile les ONG. Je sais pas comment on est quand on a 20 ans en 2018, dans un univers où on a tellement nié l'engagement, où moi je suis d'une génération où les gens de mon âge, quand j'avais votre âge, venaient des années 70 et t'expliquaient qu'eux, ils avaient vraiment vécu ce que c'était, quoi. Que nous, on était des rien du tout, dans les années 90, ça n'avait pas tellement grand sens, etc. Donc je ne sais pas très bien, et on ne sait jamais quand on est passé de l'autre côté de la barrière, comment ces choses-là sont perçues. Mais moi, je peux vous assurer de l'efficacité de l'action sur le terrain et de l'efficacité de l'action politique au sens noble du terme, de décider si oui ou non. Alors ça, par exemple, vous avez sûrement presque tous un pass Navigo. Et bien si vous avez un pass Navigo, vous n'avez plus de zone. Et bien vous n'avez plus de zone depuis 2015, 16, 15. Donc vous pourrez dire que vous avez connu le pass Navigo avec des zones. Moi, j'ai connu la carte orange. Et il y a des gens qui ont connu l'absence de carte orange. Il n'y avait pas d'abonnement, il y avait à peine des abonnements de travail. Et toutes ces décisions-là, c'est des décisions de politique publique. Elles ne tombent pas du ciel, c'est pas un truc qui se décide. Donc, vous travaillez sur les questions diplomatiques, les questions de grands équilibres internationaux. Tout ça, c'est de la même manière que ce qui se passe sur des politiques micro-locales, de savoir si on fait un trottoir de 2,50 m de large, de 5 mètres de large ou de 80 cm. Dans un cas, on peut passer avec une poussette et même, dans un autre cas, on peut croiser un fauteuil roulant, et dans un autre cas, un piéton tout seul, il risque de se casser la figure sur la rue. De la même manière qu'on négocie des accords de paix, tout ça, c'est la politique. La politique avec un petit p, la politique, c'est-à-dire la capacité à faire avancer ensemble des humains avec des intentions, des choix parfois un peu différents. Et c'est la même chose pour les questions de politique liées au climat ou aux inégalités. On peut dire, on s'en fiche. On peut dire, on s'en fiche. Si j'étais un peu brutal, je dirais la loi de la jungle, chacun se débrouille, on verra bien, etc. C'est pas du tout juste de dire ça. Parce qu'on est dans une société où on ne peut pas non plus, je vais le prendre dans un sens positif, si parmi vous, il y a des gens qui veulent devenir ou qui sont déjà des super écolos, qui font tout bien parfaitement, j'ai le regret de leur dire qu'ils sont, comme moi, éclairés avec de l'énergie nucléaire. Parce que, quels que soient les choix individuels, aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus urbaine, pour laquelle une grande partie des choix qui impactent votre vie, vous n'avez aucun moyen d'agir sur ceux-ci. Et donc cette organisation collective, elle est absolument nécessaire.
et que donc personne n'échappera de façon individuelle à la catastrophe climatique. Je le dis parce qu'il y a en ce moment un certain nombre de bouquins qui fleurissent sur la théorie de l'effondrement et le fait que nos civilisations pourraient s'écrouler en 10 ans, et qui vous donnent dans les derniers chapitres comment vous préparer à survivre après la catastrophe tout seul dans votre camp, etc. Ça vous fait pas de mal de lire, vous apprendrez à faire du feu en frottant une baguette et tout ce truc. Là, c'est là que les époques changent. Nous, c'était juste dans Picsou Magazine et on trouvait ça drôle, mais maintenant, c'est pour s'ouvrir à l'immense catastrophe. Mais, un, c'est évitable, c'est ce que va montrer le rapport du GIEC qui sort lundi, et deux, ça nécessite une décision qui ne soit pas une décision individuelle, mais une décision collective. Et donc, je le dis à vous, et aussi avec un vrai enthousiasme, vos cerveaux, malheureusement et malencontreusement élevés dans un système scolaire où on vous a quand même appris à essayer d'être sage, discipliné, à rester assis derrière votre chaise, à vous ennuyer sans parler avec votre voisin, vont devoir trouver des solutions pour des problèmes pour lesquels vous n'avez pas été formés. En même temps, c'est très passionnant. C'est-à-dire que les défis auxquels vous allez faire face, de réparer le progrès et les dégâts du progrès, d'inventer de nouvelles formes de pilotage des décisions au niveau international, ce seront des enjeux passionnants. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre humanité, ce sont des enjeux de terriens. On a vécu des enjeux liés à nos territoires de proximité. On a vécu des enjeux liés à nos civilisations. Et il pouvait y avoir la civilisation maya, la civilisation de l'île de Pâques, qui disparaissaient pour différentes raisons. Mais c'était localisé sur un territoire. On a pu avoir l'Europe qui a failli s'effondrer d'elle-même après la guerre de 14 en se tuant mutuellement d'une manière absolument abominable. Mais c'était localisé. Aujourd'hui, la question climatique, c'est une question qui concerne l'ensemble de la planète, dont personne ne peut s'abstraire, et pour laquelle il n'y a pas de plan B. Même dans Interstellar, ça ne marche pas. Donc, le vrai sujet, c'est de savoir comment on invente et comment on fait face à ces solutions. Et pourquoi je suis heureuse de vous le dire à vous, c'est que je pense que ma génération, globalement, et encore plus celle d'avant, a tout à fait échoué. Échoué dans la prise de conscience, mais aussi échoué sans doute par faiblesse en disant c'est trop compliqué. Quand j'ai entendu le président de la République dire à l'ONU, il a été nommé champion du climat. Alors en anglais, certains d'entre vous le savent, ça ne veut pas exactement dire la même chose qu'en français. Mais on peut dire c'est positif. Sauf que pourquoi en France, sur 9 indicateurs qui mesurent le respect de la France des accords de Paris, nous sommes en dégradation sur 8. Le seul sur lequel nous progressons un peu, c'est les émissions issues du secteur industriel, qui, elles, tiennent leurs objectifs, sans doute pour partie par une réduction du secteur industriel dans son ensemble sur le territoire français, plus que par une capacité à l'exemplarité du secteur industriel. Mais sur la question des transports, les choses ne vont pas bien. Sur la question des renouvelables, les choses ne vont pas bien. Enfin, les indicateurs sont tous au rouge. Et donc on lui pose cette question-là, parce que quand même maintenant les journalistes sont moins dus, et il dit « Ah ouais, mais vous comprenez pas, quand on fait ce genre de choses, on n'est pas populaire. » Alors, c'est un débat intéressant. Déjà, je pense que même en faisant rien d'écolo, sa popularité n'est pas au beau fixe, pour commencer. Ce qui veut dire que c'est pas en faisant des trucs pas écolo qu'on est populaire. C'est un élément, on va dire au moins un acquis de cette un peu plus d'un an. Mais surtout, c'est cette conviction que demander aux populations de changer en profondeur leur comportement et de les accompagner dans ce changement, c'est trop compliqué. Mais du coup, vous imaginez bien qu'il y a une faillite totale. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, je le redis, vous regarderez avec attention les conclusions du rapport du GIEC, entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2050, ça change presque tout. On n'est pas sûr à 1,5 degré qu'on arrive à enrayer la fonte massive des glaces. Ce qu'on sait, c'est qu'à 2 degrés, en fait, on ne sait plus trop ce qui se passe. Parce que même les météorologues ne savent pas exactement l'impact sur les événements météorologiques, de changements sur le Gulf Stream, de changements sur les courants aériens. Il y a une espèce de mystère, et on pense, si on regarde ce qui s'est passé dans les changements d'époque climatiques, que si ces événements qui sont déroulés sur 1500 ans se déroulent sur 20 ans, là ça peut être franchement un truc complètement improbable. Quand je dis complètement improbable, par exemple, un certain nombre de météorologues travaillent sur l'impact sur les vagues, les creux. On sait aujourd'hui que les supertankers, quand ils ont des creux de plus de 40 mètres, vous savez, vous voyez souvent ces images où on voit sur les plages des jouets ou des paquets de je sais pas quoi qui atterrissent parce qu'il y a un tanker qui a
qui s'est renversé et que toutes les boîtes se sont répandues. Ça résiste pas au creux de 40 mètres. Aujourd'hui, c'est des épisodes qui sont des épisodes très rares. Si ça devient régulier, les routes maritimes que vous avez sûrement appris entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe deviennent impraticables. Aujourd'hui, on sait que le passage Europe-Afrique et le passage au-dessus de la Méditerranée est en train d'être modifié, et au-dessus du Sahara est en train d'être modifié en termes de courant marin, qu'il va falloir sûrement changer les routes aériennes, mais on ne sait pas exactement comment, combien. Il y a beaucoup d'impacts qui sont aujourd'hui pas mesurés. Et sans doute, une partie de ce qui se passe aujourd'hui relève du déni. C'est-à-dire que quand je vous raconte tout ça, en fait, tu as envie de rentrer chez toi et de mettre un casque, une série, et puis de oublier à peu près tout ce que je viens de vous dire. Parce que vraiment, le scénario, c'est déjà compliqué de réussir ces études. Bon, moi, j'ai pas vécu Parcoursup, vous non plus, puisque vous êtes ici, mais quand on vit Parcoursup, je pense qu'on est au bord du stress déjà même au début de l'année. Donc, forcément, vous avez déjà une vie compliquée. Vous avez plein de sujets d'histoire d'amour vachement plus passionnantes que tous ces grands enjeux planétaires. Mais néanmoins, vous êtes très concernés. Et donc, la tentation, c'est de dire, bon, on verra plus tard. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette logique-là, jusqu'à dire des phrases qui peuvent paraître des phrases d'extrémistes. Hein. J'ai dit, je ne comprends pas comment on a un cerveau et qu'on lit et qu'on n'est pas écolo aujourd'hui. Parce que honnêtement, personne ne va mettre en cause toutes les recherches scientifiques sur les mathématiques, les recherches scientifiques en matière médicale. Si on vous disait, bon en fait, vous savez quoi, vous avez des ganglions là, à cet endroit-là, mais on va faire un truc rigolo, je vais vous opérer comme en 1910, avec l'asepsie de 1910, avec l'anesthésie de 1910. Vous allez hurler et dire, non, non, je veux le truc là, avec la petite caméra, que j'arrive le matin, je pars le soir et c'est terminé. Mais en matière climatique, les travaux des scientifiques, jusqu'à il y a peu de temps, étaient regardés avec des dents. Ce qui aboutit à ce que certains scientifiques ont des fois des espèces de haut le cœur et d'expressions ultra violentes en disant mais on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de l'expliquer sur les conséquences de la pollution plastique dans les océans. Enfin, tout ça est très documenté. C'est pas une lubie de qui que ce soit. Et puis maintenant, ça fait des années que c'est très documenté. Et donc, je vais vous donner un exemple de ce que c'est le déni. Le déni, je l'ai compris grâce à la psychologue de la crèche de mon fils, que je remercie. Tous les matins, j'arrivais à la crèche et arrivait à peu près en même temps que moi une autre maman avec son gamin, qui avait donc 18 mois, qui était debout sur le siège passager, pas attaché, ni dans un siège auto, ni pas attaché. Ça me choquait un peu, mais à l'époque, j'étais très timide, donc jamais je osais lui faire une remarque. Et puis, on a une réunion des parents avec le personnel de la crèche. Et cette dame commence à s'agacer beaucoup et à dire qu'elle trouve que la piscine à balles est pas du tout sécure parce que les angles sont trop aigus et que son fils risque de se cogner la tête. Moi, je la regarde et je suis interloquée. Mais vraiment interloquée. Je me dis, attends, elle se prend tous les matins avec son gamin debout sur le siège auto, dans sa bagnole. Et là, c'est la piscine à boules de la crèche, avec toutes les normes européennes de sécurité des enfants que vous pouvez imaginer. Et donc, je pense que je fais une drôle de tête. Et à la fin, la directrice vient me voir, elle me disait, j'ai vu que vous aviez l'air très contrariée tout à l'heure quand on a parlé de la piscine à balles. Je dis, ah mais non, c'est pas que je suis contrariée. Et je raconte l'histoire. Et là, c'est la psychologue qui était juste à côté, qui avait entendu, qui me dit, mais ça, c'est normal, ça s'appelle le déni. Et je dis, c'est-à-dire, quand vous prenez votre enfant, que vous le mettez dans le siège auto, que vous l'attachez, vous savez qu'il court un risque. Quand vous le posez sur le siège et que vous prenez le volant, la mort a disparu, rien n'existe. Parce que prendre des précautions, ça veut dire intégrer le risque. Et vis-à-vis des questions climatiques et vis-à-vis de la politique en matière de lutte contre le dérèglement climatique, je pense qu'on est face aussi à une espèce de grand déni collectif. Parce que quand je vous explique honnêtement la réalité des conséquences possibles, on se dit tout ça, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va continuer. Et si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des enfants, tout ça, vous avez vu cet âge que moi j'aime absolument, quand on a à peu près 2 ans et demi, et qu'on joue à cache-cache avec un enfant, et qu'il met ses 2 mains sur les yeux comme ça, et qu'il dit « je suis caché », et bien c'est exactement ça. Voilà comment est une grande partie de notre civilisation vis-à-vis du dérèglement climatique. Ça n'existe pas. On se cache les yeux. Et donc, de toute façon, ça c'est la chose la plus à la fois désespérante mais réelle, quoi qu'on fasse, ça va quand même arriver. Parce que, et ce sera la fin de mon intervention, je répondrai ensuite à vos questions, parce que vous avez sûrement entendu des expressions que moi j'adorais, puisque l'école que nous avons en commun, mon cher Henri, s'appelle l'ESSEC, et que moi j'étais à l'ESSEC en 2000, donc c'est une époque que vous n'avez pas connue, ou alors dans votre berceau. À cette époque fabuleuse, on n'appelait pas ça des start-up, mais des super entreprises de la nouvelle économie,
qui allait gagner des millions de francs, hein, parce que oui, c'était l'époque des francs, et tout ça sur des trucs complètement virtuels. Je me souviens qu'un de mes camarades avait fait un rapport sur la fluidification des marchés comme facteur de croissance. C'était complètement absurde quand on y réfléchissait 2 secondes. Et puis surtout, et vous l'avez encore entendu parler, il faut que les marchés aient confiance. La confiance des marchés est un élément très important qui permet la croissance. Parce que, en fait, c'est vrai, une grande partie d'ailleurs de gens qui ne travaillent pas très loin d'ici, qui sont des analystes financiers, moi j'en ai fréquenté beaucoup, et j'en ai connu certains vraiment, ils sont aussi rationnels que oui quand ils discutent avec Potiron. Mais vraiment. Bah, c'est comme ça qu'on a vécu la crise financière, c'est-à-dire que tout d'un coup tout le monde investit sur tel truc, hop là, les moutons se déplacent de manière complètement folle. Et tous ces gens, si vous avez déjà lu Le Petit Prince, il y a sur une planète, il y a un monsieur qui n'arrête pas de faire des additions, il est en costume. Et il répète tout le temps, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et l'auteur écrit, et ça le fait gonfler d'orgueil. Le Petit Prince dit, mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Et bien c'est la même chose. Ça c'est peut-être la faute initiale des écologistes, qui avaient des pulls et des chaussures et des barbes, même si maintenant les barbes sont pas à la mode. On les écoutait moins, on écoutait plus ceux qui avaient l'air sérieux, qui parlaient de confiance des marchés, parce qu'ils avaient des costumes, parce qu'ils étaient bien habillés, qu'ils avaient l'air très sérieux. Mais je pense que dans quelques années, on se rendra compte que ce truc était complètement délirant, c'est complètement irrationnel. Mais c'est vrai que une annonce, par exemple, de fermer 12 usines, ça pouvait faire monter le cours d'une entreprise de 12% et dégager un vrai argent. C'est-à-dire que les gens qui avaient acheté à tel prix et revendaient à un autre prix leurs actions, ils dégageaient cette marge, c'était réel. C'est-à-dire qu'une information, ou même une rumeur, pouvait avoir un effet sur le réel. Et je pense que les politiques se sont habitués à ça. Quand on dit France is back, ou America is back, ou je sais pas quoi is back, tout d'un coup ça marche, et puis on va communiquer sur les 3 pauvres installations d'usines, et les autres vont dire ah ouais, ils vont en France maintenant, bon bah tout le monde va en France, ou tout d'un coup, j'en sais rien, Le Havre devient totalement branché, et tout le monde part en week-end au Havre, alors qu'il y a 20 ans, Le Havre c'était la pire ville de la Terre. Et inversement, un truc qui était hyper à la mode devient complètement pourri, etc. Gros problème. Les océans ne sont pas du tout impressionnés par ce genre de déclaration. C'est-à-dire que si vous vous plantez en face de la banquise au Groenland en disant « Make the planet great again », ça ne va lui faire ni chaud ni froid, ou plutôt ça va continuer à lui faire chaud et elle va continuer à fondre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de discours qui peut avoir un impact sur le réel vis-à-vis des questions écologiques. Le seul sujet, c'est oui ou non de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, et en gros, c'est ce que va dire le rapport du GIEC lundi, il faut qu'on arrive au plafond en 2020. 2020, c'est dans 1 an et demi. Et c'est-à-dire qu'ensuite, il faut faire diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. À cet instant, pour vous rassurer, je vous dis qu'en 2017, les émissions de gaz à effet de serre en France là, mec de planète, je sais plus quoi, bac ou gain ou je sais pas quoi, en tout cas verte, c'est plus 3%. Et donc la réalité ne répond pas au discours politique, aux coups de menton, aux tribunes repeintes en vert ou aux grands discours. Et c'est pour ça que plus les jours passent, plus finalement ce sera votre job de s'attaquer à ces sujets-là. C'est-à-dire de le faire plus vite, plus loin, dans des circonstances plus compliquées. Mais nous n'y échapperons pas. Si j'essaye de regarder les choses de façon positive, je dirais que ça va nous obliger à être tous plus intelligents. Encore plus intelligents, de franchir encore une nouvelle étape. À côté, emmener une fusée sur la Lune, ça aura été simple. Mais, et ce sera là pour le coup ma vraie conclusion, c'est pour ça que je suis heureuse d'être avec vous, c'est pour ça que je trouve ça passionnant, notre espèce, parce que bizarrement, alors que vous pourriez être tranquillement en train de manger des chips devant votre télé, vous êtes là à m'écouter, et une grande partie de vos neurones, en tout cas pour la majorité d'entre vous, si j'en crois votre rêve quasiment réveillé, ce que je vous dis active des réflexes de réflexion chez vous. C'est-à-dire que vous posez des questions, que vous êtes confronté à ce que vous savez déjà, que vous allez poser des questions pour me dire que peut-être j'ai raison, ou peut-être que j'ai tort, ou que j'ai complètement tort, mais en tout cas vous êtes stimulé par ça. Parce que c'est l'autre élément de notre espèce. Nous, face à une noisette, on s'est dit tiens, on va réussir à la manger. D'abord on a pris 2 cailloux, puis après on s'est dit ah oui, mais si on arrivait à articuler les 2 cailloux ensemble, on pourrait ne pas avoir à les reprendre, à utiliser les 2 mains, et on pourrait même utiliser qu'une seule main. De façon étonnante, on aime parfois même trouver des solutions à des problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Le dérèglement climatique et l'aggravation des inégalités, c'est un problème que nous avons nous-mêmes créé. J'espère qu'on aura cette passion pour trouver des solutions pour les résoudre.
tout à l'heure, et Dieu sait qu'on pourrait l'associer à ce que nous a laissé un héritage Antoine Sfer, à la conviction. La conviction, on la partage, on ne la partage pas. Cécile a ouvert la porte à des discussions, hein, donc c'est cette partie qui s'ouvre maintenant. Ne vous en privez pas. Rappelez-vous quand même, voilà, je fais le lien avec notre mentor, que Antoine Sfer parlait de changer le monde pour qu'il soit meilleur, hein, en mieux. Bon, c'est l'idéal d'une Cécile Duflot aussi. Alors après, vous partagez ou pas les moyens qu'elle vous inspire, dans lesquels elle vous guide. À vous de lui poser des questions, de l'appliquer. Elle aime bien ça. Elle aime bien ça, voyez-le. Elle aime la dispute, comme on disait au siècle classique. À vous. Alors, il faut que vous forciez un peu la voix parce qu'il n'y a qu'un micro. Enfin, il y en a deux, on se les partage. Oui, levez-vous. C'est vous, mademoiselle, d'abord, me semble-t-il. De plus en plus d'écoles, de plus en plus de masters, de plus en plus de métiers qui se créent dans l'économie verte. Est-ce que vous croyez que c'est est-ce que vous croyez que ça va être une croissance qui va, c'est une économie qui va se développer, mais dans le bon sens du terme? Est-ce que c'est pas des entreprises financières qui vont prendre le contrôle pour en faire un monde comme celui-ci, juste sous prétexte que c'est vert et que tu comptes faire de l'argent dessus? Voilà, merci. Je prends plusieurs questions ou je réponds une par une? Comme tu veux. Allez, peut-être deux ou trois, parce que le micro circule comme ça, c'est plus facile. Bonjour, Guillaume Lemonnier, Master 1. Merci d'être venu déjà. J'avais une petite question, parce que... il est barbu, hein, il fait partie de ceux que tu as désignés, il est barbu. Non, elle a parlé des barbus, elle a dit qu'aujourd'hui c'était à la mode et vous en faites partie. Donc justement, une chose, je suis en total désaccord avec vous, c'est que je pense qu'on a totalement conscience du danger climatique, et on le voit d'ailleurs, et puis je pense qu'il y a énormément d'études scientifiques qui sont là pour le prouver. Donc je pense pas qu'il y ait de climato-sceptiques parmi nous, enfin j'espère pas. Et autre chose, je pense notamment à l'énergie nucléaire en France. Et pensez-vous que c'est possible de réduire, pas de réduire, mais d'abandonner totalement l'énergie nucléaire en France avant 2050? Donc c'est une question très concrète, et voilà, j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour la conférence. Ma question porterait plutôt sur une des thématiques en fait, de votre intervention sur le rapport du coup, entre climat et inégalité, en fait, comme c'est inscrit sur votre PowerPoint. Et ma question en gros serait de savoir, pour vous, en fait, qu'est-ce qui est le principal entre les deux? Parce qu'évidemment, vous allez faire un lien inévitable entre les deux. Mais en termes d'engagement, c'est-à-dire si moi je me demande comment est-ce que je m'engage dans tout ça, comment est-ce que je peux avoir un impact, est-ce que je dois commencer par l'un ou par l'autre, est-ce que je peux faire les deux en même temps? Parce que vous n'avez pas énormément développé ce point, parce que vous n'avez pas forcément le temps, j'imagine. Et du coup, voilà, c'est la question. Merci. Alors, sur la question de l'économie verte, c'est sûr que ce que ça signifie, c'est qu'une grande partie de notre économie va bouger, que ce soit en termes de choix d'investissement. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de banques, et nous, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc je fais un peu le lien avec les questions inégalité, sur où les banques placent leur argent. Et le désinvestissement dans les énergies renouvelables a un impact très direct, c'est-à-dire que quand les fonds d'investissement, quand les banques choisissent de désinvestir dans les centrales à charbon, c'est un des éléments qui permet la transition. Donc je répondrai très précisément sur le nucléaire parce que c'est beaucoup plus facile en 2018, tristement, que ça l'était il y a 15 ans, même si en fait, ça c'est une chose très spéciale que d'avoir mon âge et d'avoir vu la réalité rattraper les discours qu'on disait il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, les écologistes disaient des choses, on était souvent contredits, mais la chose que moi je vois, c'est qu'en fait tout ce qu'on disait était vrai. Du coup, je suis plutôt optimiste face à vous, mais de temps en temps je me dis, si tous les machins qu'on a racontés, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui sur les conséquences météorologiques dans 15 ans sont vraies, en fait j'ai pas trop envie quelque part, mais je sais que c'est la réalité. Et sur le nucléaire, sur la question possibilité de transition et coût, je reviendrai de façon plus précise, mais on sait maintenant que c'est possible. On le savait à l'époque, mais c'était plus difficile de le défendre. Maintenant, c'est encore plus simple. Donc, par où il faut prendre le combat? Je pense qu'il faut
ma conviction qui n'aurait pas été la mienne, sans doute, il y a 10 ans, je vous aurais dit, en fait, il faut d'abord s'attaquer aux questions climatiques, c'est l'urgence absolue. Sauf que maintenant, je vois qu'une grande partie des résistances proviennent du fait que ce dérèglement climatique s'accompagne d'une aggravation des inégalités et donc d'une plus grande résistance à la mise en place des changements nécessaires et aussi d'un manque de moyens. Aujourd'hui, si une partie, notamment quand le système tourne en rond, vous avez des activités qui sont des activités réellement polluantes, avec des entreprises qui font un travail de lobby très important. On peut parler de Monsanto, par exemple, qui sait depuis des dizaines d'années la toxicité de certains de ses produits, et qui a réussi, par travail d'influence, la responsabilité c'est celle des politiques, parce qu'à la fin c'est eux qui décident, mais à faire peser sur la décision de politique publique, et qui place une partie de ses bénéfices dans les paradis fiscaux. En plus, vous avez la triple peine, c'est-à-dire que les politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre pour faire face aux conséquences sur la santé, elles ne disposent pas des fonds qui devraient être des fonds nécessaires, puisqu'ils échappent à l'impôt par le biais des paradis fiscaux. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai évolué sur cette question en disant, si on n'attaque pas les deux questions simultanément, un, on n'aura pas on est amputé sur une partie des moyens, et deux, on a une acceptabilité qui est moindre. Donc je pense que c'est vraiment indispensable. En même temps, ce qui est aussi intéressant dans le débat politique actuel, c'est que, honnêtement, j'ai entendu Henri, pour vous mettre à l'aise, dire vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. En vrai, maintenant, de plus en plus, et ce n'était pas le cas d'il y a 10 ans, de grands décideurs politiques ou de grands responsables d'entreprise, surtout, moi j'en fréquente quand même beaucoup, parce que Oxfam travaille beaucoup sur ces questions économiques, sur la question de la transparence des salaires en ce moment, sur les outils de régulation et d'une meilleure égalité. En off, comme on dit dans cet univers-là, les gens le disent de façon assez détendue que ces choses sont vraies. Et j'ai un petit espoir, c'est qu'ils se disent qu'eux non plus n'arriveront pas à y échapper. Même très très riches, même très très protégés, en fait, eux non plus n'y arriveront pas. Et que donc il y ait cette prise de conscience et qu'elle soit aussi au cœur des entreprises, parce que pour vous répondre, si on veut que l'économie se transforme, c'est pas seulement, moi je crois pas du tout, je défends la régulation publique, je défends les décisions de politique publique, mais pas l'économie administrée. On sait que ça ne fonctionne pas, et donc il faut que les acteurs économiques y voient un intérêt économique, et deux, une contrainte. C'est-à-dire que là, le débat sur les voitures est insupportable. Finalement, avec la défiscalisation du diesel, on a encouragé les entreprises françaises à produire des moteurs de mauvaise qualité qui n'arrivaient pas à exporter, parce que comme ça permettait de continuer à vendre des voitures françaises. Mais c'était vraiment une politique à courte vue, sans compter les dégâts sur la santé et l'effet des particules fines. Donc on voit bien que c'est un croisement entre tous les sujets. Mais ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage du savoir-faire, la prise de conscience, et moi je suis très contente de vous entendre dire il n'y a personne qui est qui croit que c'est pas vrai, entre guillemets. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais maintenant c'est presque un snobisme, ou un snobisme genre fin de siècle, façon Alfred de Musset, genre de toute façon on va tous mourir, mourrons dans le dérèglement climatique, c'est chic, enfin un truc comme ça. Mais il n'y a plus personne de rationnel qui ne dit pas qu'il y a un sujet. Donc oui, et il faudra aussi inventer des technologies qu'on ne connaît pas encore, qui permettront de, qui sait un jour, retraiter les déchets nucléaires. Enfin si vraiment, en tout cas je ne pense pas qu'il faille couper les investissements pour essayer de supprimer la radioactivité qui va durer pendant des dizaines de milliers d'années de ces déchets qu'on a produits. De la même manière qu'il va falloir trouver une meilleure méthode pour utiliser un certain nombre de matériaux, de la même manière que si, ce que je crois est un enjeu majeur, il faut supprimer tout le plastique non réutilisable. Ça veut dire qu'il faut travailler sur d'autres technologies. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, ce qui vous semble évident, c'est-à-dire que les bouteilles et les verres sont en plastique, dans 5 ans peut-être, ce sera absurde. Et quand vous mangerez un sandwich ou n'importe quoi, vous saurez que l'intégralité des déchets que vous aurez achetés, même dans un fast-food, tout peut être composté. Et que donc on supprimera intégralement le fait de brûler des restes alimentaires, ce qui est sans doute parmi les éléments les plus décisifs pour agir sur le dérèglement climatique. Aujourd'hui, les scientifiques qui se sont réunis au niveau mondial ont montré que la lutte contre le gaspillage alimentaire, alors si vous pouvez faire juste un truc bien, après m'avoir écouté, franchement, intégrez ça. On a été dressé au gaspillage de l'énergie électrique, je vais revenir sur le nucléaire, mais aussi au gaspillage de la nourriture. Et c'est la pire chose qui soit. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est déployée pour produire cette alimentation, elle est gâchée, mais l'énergie qu'il faut pour brûler des déchets alimentaires, c'est-à-dire des déchets majoritairement humides, elle est considérable. Donc déjà, si vous, dans les différentes clés que vous pouvez agir dans votre vie, arrêtez de jeter, ne plus jamais jeter de bouffe, déjà. Ça, c'est vraiment sans doute une des actions les plus efficaces à court terme et pas les plus compliquées. Hein.
Là, il ne s'agit pas de se mettre à s'habiller en chambre, hein. Il s'agit juste d'arrêter de jeter de la boue. Une fois pour toutes. Donc, pour vous répondre très concrètement sur le nucléaire, donc là j'ai juste envie d'aller vous dire, allez lire, parce que Negawatt, qui est une formidable association, a fait un travail sur le scénario. Et là où l'histoire est encore plus belle, c'est que l'ADEME, qui est l'agence d'État des économies et de la maîtrise de l'énergie, a fait un scénario avec 100% renouvelable à échéance 2050. Et si vous vous souvenez, ce scénario, ils ont été interdits de le publier. Et ça a fait un petit scandale. Pourquoi ils ont été interdits de le publier? Parce que depuis des dizaines et des dizaines d'années, le travail majeur d'EDF est d'essayer de tuer le développement des renouvelables. Par plein de moyens. Des moyens un peu dilatoires, par le subventionnement des associations écolos qui luttaient contre les éoliennes, par des tas d'histoires infernales. Pourquoi? Parce que le nucléaire ne peut pas se défendre lui-même. Parce que son atout majeur est de dire c'est pas coûteux. Sauf que ça, c'est faux. Il y a eu un rapport parlementaire qui en a fait la démonstration. Déjà, si on intègre les coûts du démantèlement et les coûts du traitement des déchets sur 10 milliards de je sais pas quoi d'années, tout est explosé. Mais même aujourd'hui, le coût de construction, on n'arrive pas à construire le PR, c'est une technologie dépassée. C'est une technologie dépassée, mais quand, pendant des années, vous essayiez de dire ça, on disait non, 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 le nucléaire est l'avenir de la France. Et une fois que vous avez dit ça, c'est un mantra. Vous faites des petits tours sur vous-même en vous disant le nucléaire est l'avenir de la France. C'est pas cher, c'est l'indépendance énergétique et ça produit pas de CO2. Voilà les trois arguments. C'est pas vrai. Maintenant, les énergies renouvelables, la production d'électricité par énergie renouvelable est moins chère. Deux, c'est pas l'indépendance. Depuis 1989, il n'y a plus un gramme d'uranium en France. On va le chercher au Niger, avec des conséquences sur l'équilibre du continent africain et en particulier de cette zone qui mérite sérieusement d'être discutée. Et trois, ça ne produit pas de CO2. Là aussi, c'est faux parce que la lourdeur à la fois l'importation de ce minerai, plus la construction des centrales, plus le traitement des déchets, est jamais intégré. On n'intègre que le moment de la production. Donc, la question suivante, c'est oui, mais on ne peut pas faire autrement. Alors déjà, il y a beaucoup de pays qui font sans. Il n'y a que 2 pays qui faisaient avec 80% du nucléaire, c'est la France et le Japon. Pour le Japon, ils ont brutalement arrêté pour des raisons qu'on connaît. Et sinon, beaucoup d'autres pays font autrement. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Danemark, qui a moins de façade maritime que la France, a beaucoup de jours de sa vie quotidienne où ils arrivent à couvrir 100% de leurs besoins en électricité par l'éolien. Dans un grand moment d'euphorie générale, nous avons inauguré la première éolienne en mer il y a 15 jours. La première. Donc, le chemin, il est tout à fait possible aujourd'hui technologiquement. Ce scénario-là, il existe. Et il est maintenant moins coûteux que le scénario où on maintient du nucléaire. À quoi j'ai pas répondu encore? Je crois que j'ai répondu à vos 3 questions. Juste un mot, parce que c'est intéressant dans une maison comme celle-ci, où on réfléchit, où on forme. Vous avez posé une question passionnante en disant ici il n'y a pas de climato-sceptique. Moi je fais très bon accueil à cette idée-là et j'en suis sûr. Simplement, le rôle d'une femme politique ou d'une responsable d'organisation comme Oxfam, c'est il y a loin de la coupe aux lèvres, quoi. C'est-à-dire que même dans votre génération, entre les convictions intellectuelles et puis les comportements, voilà, c'est aussi ça. Parce que Cécile Duflot connaît bien un univers qui est celui de l'immobilier, du logement. C'est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre et très, voilà, très coupable. Il n'y a pas aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, avoir pris part à un congrès vendredi sur ce sujet-là, sur la transition énergétique. Franchement, tout le monde est d'accord. Voilà. C'est merveilleux, tout le monde est d'accord. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, je dis que ici, vous êtes dans un endroit où, entre les idéaux et puis l'action, il y a une petite différence. Je pense même que ceux qui font la guerre, ils sont contre la guerre. Voilà. Donc, c'est très intéressant d'entendre une question comme ça en disant mais nous on est tous d'accord. Moi je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, je sais que je fais beaucoup de choses qui sont à rebours de ça. Voilà, donc c'est juste une petite observation. Claire, on repasse la parole à la salle. J'ai une question pour vous qui est à la fois
4 parce qu'autrement, si on ne fait pas des paquets de 4, on ne va pas en sortir. À vous. Vous avez évoqué le fait que c'était une question qui nous concernait tous, surtout notre génération. Vous avez parlé de 2030, 2050. Concrètement, 2030, c'est demain. Est-ce que vous pensez qu'au moment où nous, on arrivera à un âge avec les technologies qu'il y aura à ce moment-là, avec les prises de décision qu'on pourra faire à ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas que ce sera trop tard en fait? On ne va pas avoir le temps qu'il y ait cette prise de conscience généralisée et que ça se matérialise en actions concrètes et cohérentes, parce qu'on a bien vu que jusqu'ici il y a des discours mais il n'y a pas forcément les actes qui vont avec. Le temps que tout ça se coordonne, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? J'ajoute une chose d'ailleurs, parce que j'ai entendu ça, si vous me permettez de contribuer à vos questions, dans le congrès de vendredi, là, que j'évoquais avec toi tout à l'heure à l'aparté, le climatologue disait tout ça c'est un paquebot, et si on arrêtait tout aujourd'hui, si on faisait tout bien aujourd'hui, il y aurait encore 35 ans de dégradation de la situation. Voilà, donc c'est pour en rajouter par rapport à votre question. Alors moi c'est juste par rapport à ce que je vous avais dit, vous avez parlé des moteurs diesel et notamment des entreprises françaises qui finalement avaient fait baisser, enfin avaient insisté sur le prix de diesel pour inciter les entreprises à monter les moteurs diesel. Oui c'est vrai, mais dernièrement d'ailleurs, enfin moi juste en comparaison à l'essence, ça a été prouvé que même si l'essence elle pollue moins, étant donné que les moteurs consomment plus, et finalement au final en termes d'émissions c'est un peu la même chose. Et pour ce qui est donc de l'hybride et puis de l'électrique, finalement l'électrique, même si on voit de plus en plus de voitures électriques qui arrivent, et on se pose la question, oui mais quand les voitures électriques vont vieillir et ne fonctionneront plus, qu'est-ce qu'on va faire des batteries électriques qui vont aller très polluantes? Du coup je voulais savoir quel était votre avis pour faire ça. Alors, je vais essayer d'être un peu plus, parce qu'il y a plein de questions, je vais répondre plus rapidement. C'est une très bonne question sur aire géographique, avantage stratégique. Donc, c'est pas vrai de dire que l'Europe est exemplaire, et c'est pas vrai de dire que c'est là qu'on en a le plus conscience. J'ai rappelé les chiffres, 10% des émissions, 50% de la population la plus pauvre. Ceux qui vivent aujourd'hui le dérèglement climatique dès aujourd'hui, c'est la zone sahélienne, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est les îles qui sont en voie d'être submergées, c'est le Bangladesh, dont on sait qu'une grande partie du territoire risque de devenir inhabitable par une conjonction augmentation de la température et taux d'humidité dans l'air. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, au-delà d'un certain taux d'humidité, n'est pas capable de transpirer pour réussir à survivre. Et donc, si vous avez un cocktail taux d'humidité et chaleur trop élevée, en fait, ces zones-là deviennent invivables au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation humaine possible. Donc eux, ils sont très conscients de ce qui se passe. Mais j'allais dire que cette prise de conscience, c'est là où j'ai un tout petit peu d'espoir, c'est que je pense qu'elle est très largement partagée. Moi, je vis une partie de ma vie dans le sud-ouest. Les viticulteurs, ils commencent à comprendre que là, ils ont un gros risque sur le fait de pouvoir garder des cépages. Donc effectivement, un jour, on pourra faire du Bordeaux à Londres, enfin, sauf s'il y a le Brexit et qu'il y a trop de taxes. Mais blague à part, tout le monde comprend et est touché directement dans des références qu'il connaît, des références qui sont à l'échelle de sa propre vie. Et sur la Chine, il faut quand même être un peu vigilant. Les choses en Chine vont à une allure qui n'a rien à voir avec nos modes de fonctionnement. La gouvernance de la Chine, qui mêle très haute technologie, surveillance et grande capacité autoritaire, peut faire muter la Chine de manière extrêmement brutale. Et brutale et dans un sens très fort. Pour une autre raison, qui là est avérée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de crises sanitaires, des conséquences sur la santé de la pollution, qui créent un danger d'émeute ou en tout cas de rébellion sociale qui est à l'échelle d'un territoire comme la Chine et sans commune mesure avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc avec une très grande sensibilité des dirigeants chinois à la réalité de cette dégradation. Donc sur l'effet et la capacité que la Chine aurait à s'engager dans une mutation de modèle, eux, il ne leur faudrait pas 25 ans, et il leur faudrait 3 ans. Donc c'est sûr que la question chinoise ou indienne ou d'autres se pose, mais attention à ne pas considérer que nous serions exemplaires. C'était sans doute un peu vrai il y a 10 ans, ça ne l'est plus du tout. Il reste un gros point d'interrogation, pas du tout en Europe, pas en Chine non plus, au-dessus des États-Unis. Et c'est vrai que là, la situation est particulière, mais aux États-Unis, c'est aussi une culture différente. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, notamment par les grandes villes, parce qu'il faut quand même se dire que cette question est plus une question urbaine. Notre civilisation est devenue
très très urbaine à l'échelle de l'ensemble de la planète, et donc les décisions prises par les grandes agglomérations, par les métropoles, sont celles qui ont l'impact le plus rapide et avec le plus d'ampleur. Donc c'est un vrai sujet, mais attention à ne pas enlever la complexité de l'analyse qu'on peut avoir dans cette question. Mais ça sert souvent d'excuse. Il y a quel journal a rendu public une note de... Ça va me revenir, je vous dirai tout à l'heure. Une note de méthode de lobbying en disant qu'il faut utiliser les méthodes de d'habitude, dire que c'est trop cher, dire qu'on sera plus compétitif par rapport aux autres. Enfin, il y a toujours les mêmes raisons qui étaient des raisons de blocage face aux évolutions des industriels pour lutter contre le dérèglement climatique. Trop tard, pas assez de temps. Bah, en fait, tant qu'on est vivant, on est vivant. Bah, franchement, alors là, j'ai pas une réponse plus basique que ça. Peut-être. Et peut-être qu'il faudra arriver à vivre avec des tempêtes une fois tous les 6 mois. Peut-être qu'il faudra arriver à vivre avec des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, vous allez devoir faire face à des enjeux qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Et peut-être qu'on saura, alors qu'on pense qu'aujourd'hui le paquebot il va mettre 35 ans à s'arrêter, peut-être qu'on pourra faire des choses très vite. Mais des mutations énergétiques, par exemple, on parlait du nucléaire, une France avec 0% de nucléaire et une France avec 75-80% de nucléaire, c'est 12 ans. Donc en fait, on est quand même capable de pouvoir faire des mutations d'ampleur assez vite, contrairement à ce qu'on pense. Donc peut-être qu'on le fera sous la contrainte, mais je pense qu'il n'est jamais, entre guillemets, trop tard. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un des enjeux dont je n'ai pas parlé aujourd'hui est la question des migrations climatiques. Là, de toute façon, il y a des gens qui vivront sur des territoires où ils ne pourront tout simplement plus vivre, soit parce qu'ils auront disparu, soit parce que, comme je l'ai dit, ils seront inhabitables. Et le nombre de personnes concernées, c'est 250 millions, d'après l'ONU, d'ici 2050. Donc, il faut imaginer l'ampleur que ça signifie. Donc, de toute façon, il faudra faire face à ces sujets-là. Sur le diesel, attention à ne pas confondre deux choses, les gaz à effet de serre et les particules fines. Le problème du diesel, c'est les particules fines et leur impact sur les maladies cardio-respiratoires. C'est pas l'impact sur le dérèglement climatique. Mais votre question est très juste. Est-ce qu'il faudrait remplacer toutes ces voitures-là par des voitures électriques? Est-ce qu'on a mesuré le bilan écologique de détruire une R18 de 1980 pour la remplacer par une voiture électrique? Il y a une vraie discussion. Donc en fait, le sujet, c'est pas de remplacer le modèle automobile actuel par un autre mode de propulsion, électrique ou hydrogène. Pourquoi? Parce que si vous y réfléchissez, et c'est vraiment rigolo, mettez-vous au-dessus d'une route et regardez. Vous allez voir circuler ici, là, des voitures conçues pour transporter 5 passagers à 150 km/h avec 5 bagages. Et dedans, vous avez une personne qui voyage toute seule avec son sac à main. Quand on y réfléchit, en fait, quand on pose ça comme ça, on se dit c'est quand même complètement con. C'est quoi cette société où on s'est dit qu'on allait, pour se déplacer, prendre un machin qui pèse 1 tonne de ferraille, qui est fait pour transporter 5 personnes en étant tout seul? En vrai, nous on est habitués, on trouve ça normal. Mais si on y réfléchit 2 petites secondes, c'est absurde. Au sens, c'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est du gâchis total, ça ne sert à rien. Que même si on pense que ce qu'il faut, c'est un transport individuel d'un point A à un point B, il n'y a pas besoin de trimballer tout ça. Là, vous ne vous sentez pas mieux parce que vous avez 3 places à l'arrière avec 3 ceintures de sécurité plus un coffre. C'est pas vrai. Donc, la question des transports, c'est de changer complètement nos modes de transport. De rompre avec la civilisation de la voiture propriétaire, etc. Donc la réponse à la question, c'est bien sûr pas pour remplacer les véhicules qui existent par des véhicules électriques. C'est pas du tout ça. C'est changer complètement la relation à nos modes de transport et à la manière de les utiliser. Mais cet effet-là existe déjà, en particulier chez une grande partie d'urbains, alors que le trend de passage du permis de conduire était en évolution permanente. Depuis 5 ans, il y a une baisse très significative du passage du permis de conduire chez les jeunes. Il y a tout un tas de jeunes qui maintenant ont même plus que ça, ont 30 ans et n'ont pas de permis de conduire parce qu'ils ont décidé que, plus exactement, ils n'en ont pas ressenti le besoin. Donc voilà, la réponse à votre question, c'est vraiment ça, c'est de penser autrement en fait. De ne pas penser dans le modèle actuel en se disant comment on remplace le modèle actuel par les mêmes choses mais différentes. Oui, donc j'ai une question pour vous parce que j'ai relevé donc 3 de vos points que vous avez exposés durant votre présentation.
Et la première, donc, c'est que vous avez dit que 50% des plus pauvres représentaient 10% de la consommation mondiale en énergie. Non, des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions de gaz à effet de serre, pardon. Et après, donc, vous avez parlé d'une nécessité des pays les moins avancés de trouver des alternatives dans leur développement et que les pays industrialisés ne soient pas les seuls à faire attention à l'écologie et à l'environnement, et donc à leurs émissions en gaz à effet de serre. Et après, dans les questions, on a parlé donc du nucléaire et de l'uranium, et vous avez utilisé l'exemple du Niger, où en fait la France puise dans les ressources en uranium au Niger. Et donc ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il est légitime de la part de pays industrialisés de venir dans des pays comme le Niger et de leur dire « Bon, voilà, maintenant, nous on fait des efforts pour l'écologie, vous, il va falloir que vous trouviez des façons alternatives de vous développer, mais nous on va continuer à prendre votre uranium. » avec une teinte de mépris, j'ai trouvé des gens qui ne sont pas d'accord avec des chercheurs qui ne sont pas d'accord avec la... Mais il n'y en a pas. Mais il y en a. Non. Et on ne sera pas d'accord là-dessus, mais, non, mais il y en a. En fait, il y a moi je pense que ça, je vous coupe parce que c'est très important. En fait, ça c'est un éléphant. Par exemple, moi je suis la personne qui dit que ça c'est un éléphant. C'est un éléphant, on est d'accord. Oui, non, mais je pense que c'est très important parce que sur ces questions-là, honnêtement, il y a 10-15 ans, on pouvait encore le dire, mais aujourd'hui, le consensus scientifique, comme par exemple sur le fait que le nerf optique sert à transporter les informations issues du globe oculaire vers le cerveau, il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique. Donc il ne faut pas les qualifier de scientifiques, parce que objectivement, il n'y a plus de gens qui relèvent de l'université au sens large du terme et de la communauté universitaire mondiale, dont aucun travaux ne vont dans le sens d'une affirmation de deux choses, la réalité de l'évolution climatique et la nécessité, enfin plus exactement l'évidence de l'impact humain de ce dérèglement. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la validité d'une théorie scientifique n'a jamais été basée sur le nombre de chercheurs ou de scientifiques qui sont d'accord avec. Le monde scientifique n'est pas exactement le même que le monde démocratique, ce n'est pas la majorité qui a forcément raison. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure de la Terre qui avait plusieurs milliards d'années d'existence. Et qui est plate. Oui, mais c'est d'accord, mais vous discréditez de fait les non, personnes qui prennent certaines paroles. Parce que, en fait, je vais être franche avec vous, je trouve ça grave. Je vais vous laisser terminer parce que c'est pas bien de vous interrompre, mais normalement, c'est les filles qu'on interrompt, donc on a quelques milliers d'années de retard. Allez-y. Donc je vais continuer ma question. Vous avez dit tout à l'heure que la planète Terre avait plusieurs milliards d'années. C'est vrai, et je sais pas quelle place vous laissez au doute vis-à-vis enfin, j'ai plutôt compris finalement, mais le doute que vous laissez sur l'impact réel de l'homme sur le réchauffement climatique. Et je voudrais différencier deux choses entre la pollution et le réchauffement climatique. Ma question c'est, est-ce que, sachant qu'il y a encore un doute, même si vous le contestez, est-ce qu'on ne doit pas accentuer nos efforts justement contre la pollution des eaux, des sols, contre le gaspillage alimentaire pour une meilleure allocation des ressources, toutes ces problématiques qui sont réelles mais qui ne sont pas forcément liées, au réchauffement climatique, qu'ils soient d'ailleurs d'origine humaine ou pas. Est-ce qu'il faut pas Est-ce que vous pouvez me accentuer donner contre la le nom pollution des scientifiques et des travaux des scientifiques sur lesquels vous appuyez? J'ai lu un livre d'un chercheur suisse dont j'ai oublié le nom mais que j'ai déjà rencontré, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un chercheur qui a fait des études scientifiques. Juste un seul nom. Et je ne l'ai pas. Voilà. Et c'est pas pour autant que ma question n'est pas pertinente, je voudrais savoir vis-à-vis de la pollution et du changement climatique, si vous ne pensez pas qu'il faut accentuer sur la pollution.
des pays riches du monde, ce sont eux qui polluent le plus et 10% les pauvres. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que Oxfam projette de faire pour des pays comme l'Afrique qui, eux, veulent copier le modèle européen et se développer. Vu que certains pays comme le Cameroun projettent d'être un pays émergent d'ici 2035, la R sera d'ici 2025. Du coup, je ne vois pas comment on va leur dire de ne pas copier le modèle européen, alors que pour eux, c'est ce qui est le meilleur à faire, vu qu'en copiant le modèle européen, on court au risque de la dégradation de la terre et tout. Donc, est-ce qu'en disant à nos Africains qu'ils doivent faire attention à leur développement, c'est pas, ils ne vont pas voir ça d'une façon comme une autre façon de leur imposer, et puis qu'ils se plaignent déjà du néo-colonialisme, qu'est-ce que Oxfam projette faire pour ça? Merci beaucoup. Je répondrai à votre question. On peut y passer la nuit, il n'y a pas de problème. Je vais répondre sur la question du consensus scientifique. En fait, peut-être que vous venez de faire l'élément test de ce que c'est que le déni. Et je comprends. Non mais je comprends. Non, c'est pas facile. C'est ce que vous dites est du registre de la foi. Et c'est possible. Vous dites, j'ai lu un livre d'un Suisse qui dit le contraire de 5000 scientifiques. Et en fait, je préfère quand même vachement cette version-là. Mais Monsieur Allègre, c'est un nom, voilà, ça me revient. Il est passé par le scientifique que j'ai lu, mais c'était... Alors, Monsieur Allègre, 1, c'est vraiment discrédité. 2, n'a jamais été un spécialiste du climat. C'est très intéressant. Discrédité par qui? Il a été discrédité sur les arguments qu'ils avançaient. Oui, mais qui juge alors, d'une personne? c'est bien, on a égalité, on m'avait autant coupé que je vous ai coupé. Un travail intéressant. Il répond à un process. Je vais aller parler de démocratie, on vote. Effectivement, chez les scientifiques, on ne vote pas. Il y a ce qu'on appelle le consensus scientifique, c'est-à-dire que vous avez des publications, des travaux de recherche, ça vaut pour tous les secteurs, qui sont refaits, expertisés, croisés par d'autres chercheurs, qui ensuite valident la publication des articles, qui font un état de ces résultats qui ont donc été vérifiés par d'autres. Ceux qui les contredisent ont la capacité de mettre en doute, comme vous disiez, un certain nombre de ces conclusions, de demander les éléments, de refuser, de regarder, de refaire des analyses sur les calottes glaciaires, de pouvoir réanalyser l'ensemble des relevés atmosphériques, de regarder les séries, etc. Et en 1995, lors des premiers travaux du GIEC, et la publication du premier rapport, le GIEC, c'est le groupement international d'études sur le climat, il y avait débat au sein du GIEC. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce débat-là, il existait entre les scientifiques. Il y avait de vraies interrogations sur, justement, le fait que l'argument qu'on dit toujours, c'est qu'il y a une évolution du climat à l'échelle planétaire depuis la création de la Terre. Oui, mais jamais sur 150 ans. C'était sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. La phase interglaciaire, c'est 15 000 ans. Donc là, déjà, il y a des événements qui sont raccourcis. Et ensuite, si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut mesurer dans les carottes glaciaires et les changements de température, vous avez une corrélation parfaite. C'est-à-dire qu'on a démontré scientifiquement la réalité de ce lien, de l'évolution climatique, de l'évolution depuis 1960, les événements climatiques extrêmes, il y en a toujours eu, mais ils ont été multipliés par 3. Donc ça, c'est une réalité, vous mesurez le nombre de typhons par an, la force, vous avez des anémomètres qui mesurent la force du vent à tel endroit, etc. etc. Et donc, vous savez la réalité de ces événements climatiques. Maintenant, on a des relevés de température depuis 1880. Donc, dans les premiers travaux du GIEC, il y avait des débats entre scientifiques et ce qu'on appelle des avis divergents qui étaient publiés à l'issue de certaines études. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus un scientifique sérieux qui travaille au sein du GIEC. Non mais vous hochez la tête, mais vous ne me dites pas un nom. Donc et quand je vous dis que vous êtes un exemple du déni, je comprends. Parce qu'en fait, quelque part, c'est très gênant de devoir faire face à cette réalité. Pas du déni, du doute, de la place qu'on laisse au doute. Ah mais moi, j'ai pas de problème. Et je vais vous dire un truc, j'aimerais mieux, pour le coup, que ce ne soit pas vrai. Honnêtement, moi, ce qui m'affole, c'est que les scénarios les plus graves du GIEC de 1995 sont en train de se vérifier. C'est-à-dire à chaque fois, on est sur la courbe haute. Parce que le GIEC ne travaille pas sur un modèle, il ne dit pas c'est ça exactement. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs éléments d'analyse, et le processus de travail du GIEC est très intéressant. D'ailleurs, il y a eu, il y a 5 ans, la démonstration assez intéressante de comment certains ont essayé d'infiltrer le GIEC pour faire changer les travaux, et de comment le corps collectif scientifique, sans remettre en cause et sans savoir qu'un certain nombre de ces personnes étaient financées
par des gens qui avaient intérêt à ce qu'on mette en doute la réalité du dérèglement climatique, ont finalement réussi à intégrer cette critique et à y répondre point par point, et que donc le processus de décision scientifique, si vous voulez, sur ce qu'est un consensus, est peut-être même plus démocratique qu'une démocratie, parce qu'en matière scientifique, c'est pas 51% qui gagne sur 49. Il faut que ce soit au-delà de 95%. Mais ce que vous dites, c'est pour ça, c'est drôle que vous citiez Allègre, oui, c'est Copenhague 2009, c'était le dernier. Mais il s'est vraiment discrédité au sens où ça n'a jamais été ses sujets de recherche, jamais. Lui, il travaille, c'était un géologue qui travaillait sur la résistance de certains matériaux, donc il n'était pas du tout un spécialiste des questions climatiques, et que force est de constater que tout ce qu'il disait, et on pourrait reprendre ses déclarations, ne se sont pas avérés. À l'inverse, je vous ai mis en garde tout à l'heure sur les catastrophistes, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas une certitude sur ce qui va se passer. Moi, quand en 2006, Yves Cochet a publié un livre qui s'appelait Pétrole Apocalypse, il expliquait avec beaucoup de morgue que de toute façon, le sujet, c'était pas de savoir si on aurait ou pas les Jeux Olympiques à Paris en 2012, parce qu'il n'y aurait pas de Jeux Olympiques, parce qu'il n'y aurait plus l'avion. Force est de constater qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Pas à Paris, mais il y a eu les Jeux Olympiques. Donc moi, je sais que nous ne savons pas si ce sera maîtrisable, pas maîtrisable. Pour le coup, je suis pas du tout. Je vous dis pas le scénario c'est ça, et c'est une évidence que c'est ça. Je pense en plus qu'il y a une capacité de résilience de la nature et de l'écosystème qui est très puissante, que si on arrêtait de produire du plastique, finalement on arriverait, vaille que vaille, à digérer une partie de l'océan de plastique dans l'océan, que on a un contre-exemple magique, c'est le trou dans la couche d'ozone. Alors ça, vous savez à peine ce que c'est. C'était la catastrophe absolue des années 90. Mais pour une fois, on a réussi une politique internationale où on a interdit les CFC sur l'ensemble de la planète. Et en 10 ans, la tendance, qui était une tendance très problématique, s'est inversée. Et donc, c'est la démonstration que c'est possible. Alors peut-être que c'était possible à cette époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais je ne peux pas vous dire autre chose que quand je blaguais sur la Terre est plate, oui, c'est possible de dire ça. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des sites internet, et vous pourriez me dire, il y a un site internet qui explique pourquoi on nous ment depuis toujours. Pourquoi on dit qu'on n'est pas allé sur la Lune et tout ça. Ça, c'est l'autre aspect. Moi, j'ai 4 enfants et qui j'ai raconté plein d'histoires. Et tous les enfants de cette planète, on leur raconte des histoires et ils ont une capacité à l'imagination hyper grande. Donc vous l'avez gardé adulte, c'est bien. Mais je vous jure... Je suis pas une ayant d'être convaincue, mais lisez justement tous les travaux qui ont été faits, y compris pour reprendre chacun des livres qui avaient écrit sur ce genre de choses et qui ont démontré que tout ça était... je ne dis même pas que les auteurs sont forcément rémunérés, ça a été le cas pour beaucoup. Je ne dis pas que la personne dont vous ne connaissez pas le nom et moi non plus, mais qui est suisse, l'a dit, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que ce consensus scientifique, je dis, il est comme le fait qu'il y a un lien entre le nerf optique et le globe oculaire et le cerveau. Voilà, c'est un consensus scientifique. Après, on peut dire non, ça passe par des électrodes implantées secrètement dans notre cerveau. Ça, je vais vous dire une chose, moi, ceux qui me terrorisent, c'est ceux qui défendent, je ne sais pas si vous les connaissez, l'existence des chemtrails, qui expliquent qu'en fait, les traces d'avions dans le ciel, c'est pas des traces d'avions, c'est la CIA qui déverse des particules qui vont prendre le pouvoir sur notre cerveau. Ah non, je vais vous dire, les gens ils nous expliquent qu'ils sont des scientifiques, qu'ils ont lu des livres des scientifiques qui nous expliquent que c'est vrai. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez. Voilà, prenez-vous votre ordinateur, allez lire toutes les publications scientifiques, allez lire les gens qui contestent, allez lire les réponses aux quelques personnes qui existent encore qui contestent, allez lire la méthode de travail du GIEC, la façon d'expertiser les analyses. Faites-le vous-même. Je ne veux pas vous convaincre, faites-le vous-même. Sur la pollution, madame. Ah ben sur la pollution, bien sûr, mais les deux choses sont liées. Enfin, les gaz à effet de serre, c'est de la pollution. C'est de la pollution. Le plastique, par exemple, la pollution plastique ou la pollution des sols avec les engrais, Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un modèle de développement qui est un modèle extrêmement gaspilleur de ressources naturelles et extrêmement polluant de façon globale pour notre environnement. C'est la même chose avec les pesticides, c'est la même chose avec les déchets nucléaires, c'est la même chose avec les métaux lourds, c'est la même chose évidemment. Mais là pour le coup c'est l'ensemble du modèle de développement et c'est pas un combat contre l'autre. Évidemment que la question du continent plastique dans les océans, il est tout aussi essentiel que la question du dérèglement climatique. On n'agit pas de la même manière. Alors, sur la question de l'uranium, mais je suis, pour le coup, c'est ça mon engagement au sein d'Oxfam. C'est qu'Oxfam, donc j'ai mis cette carte-là pour vous montrer. Donc Oxfam, c'est 19 affiliés, une confédération qui intervient dans 90 pays et qui a fait le choix de très longue date
de considérer que c'était pas les Blancs du Nord qui devaient apprendre la vie aux Noirs du Sud, pour résumer, mais que la question était celle d'un partenariat, que nous avions une dette écologique à l'égard de ces pays, que nous avions aussi la nécessité d'engager ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire de travailler avec les personnes, et donc je vais répondre en même temps à votre question. La question, c'est pas de dire faites pas comme nous, de toute façon ils ne pourront pas, d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, et c'est plutôt heureux. La question, c'est de savoir comment on invente un mode de développement où on réduit les inégalités, où on sort une grande partie du continent africain, des femmes en particulier, de la pauvreté, sans reproduire des modes de fonctionnement, des modes de développement ou des processus industriels qui sont extrêmement polluants. Parce que c'est pas une bonne chose que de faire des usines qui sont des usines extrêmement polluantes et qui peut-être vont faire du PIB, mais vont contaminer la santé de milliers d'enfants qui habitent à proximité de certaines grandes villes africaines. Il ne s'agit pas de donner des leçons, d'être dans une logique néocoloniale, pas du tout. Et d'ailleurs, un des éléments sur lesquels travaille Oxfam, les missions d'Oxfam sont des missions humanitaires face à l'urgence et aussi des missions d'appui au développement avec des équipes pays par pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 90 directeurs pays et que l'équipe pays du Tchad décide pour le Tchad, l'équipe pays du Cameroun décide pour le Cameroun. C'est pas le siège d'Oxfam qui d'ailleurs a déménagé de Oxford à Nairobi qui décide pour eux et qui décide avec les personnes en question quels sont les projets les plus importants. Et pour vous répondre, aujourd'hui on travaille sur l'autonomie en lait par exemple et sur l'arrêt de l'exportation du lait en poudre européen qui déstabilise complètement les marchés locaux. A l'inverse, on travaille sur la question des industries extractives, beaucoup. Vous pourrez lire un certain nombre de nos rapports si ça vous intéresse, en disant qu'effectivement, il y a une appropriation des richesses naturelles qui est, scandaleuse sur le plan écologique, sur le plan économique, mais aussi qui a des conséquences politiques. Parce que pour que cette appropriation se fasse, il y a souvent des accords avec des régimes autoritaires où la démocratie ne peut pas s'exprimer. Et donc on a aussi des liens avec un certain nombre de personnes sur place qui cherchent à faire évoluer les règles au sein de leur propre pays pour que cette appropriation ne soit plus possible. Et je serai la première, là, à titre personnel, à vous dire que oui, je pense qu'il faut arrêter d'exploiter l'uranium au Niger, mais qu'on pourrait le dire pour beaucoup d'autres ressources naturelles en Afrique. C'est quoi la dernière question? Ah, les financements d'Oxfam. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas le diapo. Oui, donc Oxfam France. Alors le principe d'Oxfam, c'est d'être le plus indépendant possible. C'est-à-dire que nous ne sommes pas subventionnés. Aujourd'hui, Oxfam, en France, c'est 60% de ressources qui sont issues de donateurs privés. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, si en ce moment on fait une grande campagne de dons pour l'Indonésie, si vous voulez donner pour l'Indonésie, je peux vous dire qu'il y a des besoins considérables. Et si vous voulez devenir bénévole ou militant, parce que c'est une organisation militante, vous êtes les bienvenus. Le site, c'est oxfamfrance.org. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de groupes locaux, dont un à Paris. 60% de dons privés, 20% de fondations qui finance notamment tout le travail qu'on fait sur les questions d'aide publique au développement, de qualité de l'aide, de trajectoire de développement de l'aide, et 20% qui sont des financements institutionnels, donc qui proviennent de l'Agence française de développement, du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, et qui transitent par Oxfam France, mais qui vont sur les programmes locaux sur le terrain. Voilà. Il n'y a pas de dons, nous refusons les dons et les partenariats avec les entreprises privées parce qu'une partie du travail d'Oxfam est justement la question de la justice économique et d'une économie plus humaine. Donc nous ne nous privons pas d'analyser les comptes, le rôle des banques et des banques françaises dans les paradis fiscaux, la manière dont les bénéfices des entreprises sont redistribués. Donc d'autres ONG le font, mais nous n'avons pas de partenariat avec les entreprises, même si nous avons tous les échanges possibles et que notre grande liberté nous autorise à aller absolument partout, y compris à Davos, où Winnie Byanyima sera encore présente cette année. Oh, pardon, le régime végétarien. Ah, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation, sa production, j'ai parlé du gaspillage alimentaire, mais aussi l'alimentation industrielle, qu'elle soit par le biais de l'élevage industriel ou aussi de la production industrielle, est un des éléments, et c'est d'ailleurs là que c'est intéressant, les plus producteurs d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi qui a des conséquences sur ce qu'on appelle les maladies du mode de vie. On sait que l'industrialisation de l'alimentation a des conséquences sur notre santé.
On sait aussi que l'élevage, et en particulier l'élevage industriel, est celui qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre parmi l'ensemble des activités humaines. Ce que je sais, c'est que 10% de véganes parfaits n'arriveraient pas à changer la trajectoire globale de notre planète. Je sais aussi que de très longue date, nous sommes une espèce de mammifère omnivore qui allaite ses petits et qui mange à peu près tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de faire évoluer ce régime alimentaire vers une consommation bien plus faible de viande, donner systématiquement la possibilité de pouvoir manger végétarien. C'est pour ça qu'il peut y avoir des alternatives végétariennes dans tous les menus et notamment dans tous les lieux de consommation, d'alimentation collective, que ce soit les cantines, je ne sais pas ce qu'il en est ici, les cantines, je fais pas ça, les crèches, les écoles, et les maisons de retraite. Enfin, c'est une clé d'action, la restauration collective qui est déterminante. Ensuite, il y a un choix personnel. Et je pense que l'évolution va dans ce sens-là, mais je pense que, en fait, si on devait décider de manière collective, je pense que dire par exemple que tout le monde mange moins de viande, par exemple, simplement un repas par jour, serait un effet de politique publique bien plus important que quelques pourcents qui n'en mangeraient plus du tout. Ensuite, il y a un autre débat, qui est le débat sur la relation à l'animal. Pour le coup, je peux avoir un avis personnel, mais Oxfam, en tant qu'organisation, n'a pas de position sur le sujet. On travaille beaucoup avec les petits éleveurs. On sait aussi que dans beaucoup de pays, et notamment dans beaucoup de pays les plus vulnérables, les animaux et le lien avec les animaux est quelque chose d'absolument fondamental à la fois en termes d'alimentation, mais aussi de source de travail agricole. Ce sont des animaux de traction, des animaux de transport, ou aussi de fertilisants, qu'on oublie souvent, mais quand vous avez un troupeau de petits bovidés, ils servent par leur déjection à avoir un amendement qui permet de cultiver dans des périodes ou sur des terres qui sont plus difficiles à cultiver. Est-ce que j'ai assez répondu à votre question? Alors, d'autorité, c'est un rôle pas agréable, je vais mettre fin aux questions parce que l'heure a avancé. Je suis sûr que... Non, prends les dernières quand même. Ah, si tu vas encore un peu. Bon, alors on y va alors. Mais oui, non, mais tu vois, le problème c'est ça. Regarde, il y en a 20. Il y en a 20. Non, alors, pas ceux qui ont déjà posé des questions. Alors attendez, ce qu'on va faire, elles seront pas publiques. Vous le voyez, Cécile Duflo, elle est bien avec nous, donc elle va rester un petit peu. Vous posez des questions en dehors de cette assemblée, parce que voilà, on met aussi normalement une heure limite qui est en dessous de celle-là. Aujourd'hui, ça témoigne que vous êtes passionné par ce qui vous est dit, que vous renvoyez bien la balle. Je suis